En 1085, Tolède est reprise aux musulmans. En 1093, c'est le début de la reconstruction de la cathédrale de Durham. De 1096 à 1099 a lieu la première croisade. En 1099, au terme de cette première croisade, sera prise Jérusalem par les croisés. On découvrira les restes de la Sainte Croix et la cité croisée de Jérusalem sera fondée l'année suivante, en 1100. En 1108, Louis VI accède au trône. En 1118, c'est la prise de Saragosse. En 1119, création de l'ordre du Temple. 1120, début de la grande chronique de Saint Jacques de Compostelle. En 1137, Louis VII épouse Aliénor d'Aquitaine. De 1146 à 1147 aura lieu la seconde croisade, qui sera un échec. En 1151, Hildegarde de Bingen achève le Sciwias. En 1160, c'est le début de la construction de la cathédrale de Paris. En 1165, Charlemagne est canonisé. En 1171, Henri II d'Angleterre conquérit l'Irlande. En 1179, Hildegarde de Bingen meurt. Bonjour à tous et bienvenue sur Harmonices Mundi. Enfin, sort ce nouvel épisode, vous avez été très nombreux à me le demander, et le voilà, enfin très nombreux, plus que d'habitude. J'avais fait un petit peu des sondages sur Instagram, ceux qui n'ont pas encore l'Instagram, je l'affiche peut-être ici, là ou dans la description, bref, là n'est pas la question. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ? Le titre n'est peut-être pas très évocateur, ceux qui me suivent sur Instagram savent à peu près l'idée, quoi. J'ai envie de faire une vidéo qui ne soit pas un sujet que je traite comme ça, voilà, en 10-15 minutes et on en parle, on le défonce, ou pas d'ailleurs. Non, aujourd'hui, on fait pas ça. J'ai envie de survoler un petit peu. Je bossais au début sur Hildegarde de Bingen, c'était mon idée de base pour cette vidéo. En fait, en faisant mes recherches, je me suis un petit peu, pas égaré, mais j'ai continué en fait. Elle a fait un drame liturgique. Alors je me suis dit, tiens, comment est-ce que je peux définir au mieux un drame liturgique? Donc je suis allé voir un drame liturgique, et puis en fait j'ai vu composé en plein chant, tiens, le plein chant, comment je peux le définir, et ainsi de suite. En fait, j'allais comme ça de point en point, et je me suis dit, c'est un petit peu ce que je vais faire dans cette vidéo. J'ai envie d'essayer en fait plein de petits trucs. Voilà, on va vagabonder d'un sujet à l'autre, on va pas trop se prendre la tête. Donc, vous avez déjà entendu une petite chronologie du XIIe siècle, pas trop quoi dire d'autre, donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc Hildegarde de Bingen. Hildegarde de Bingen naît en 1098 et meurt en 1179. Elle avait, déjà très petite, elle a un attrait pour l'église et pour la foi, et elle aura des visions en fait, c'est une dame qui a des visions. À 7 ans, elle rentre au couvent bénédictin de Disibodenberg, sur le Rhin en Allemagne donc. C'est à 14 ou 15 ans selon les sources, elle prononcera les vœux monastiques et portera donc le voile. Elle deviendra une vraie moniale, jusqu'à ses 38 ans, et à ses 38 ans, donc elle deviendra abbesse de Disibodenberg. Peu de temps après, elle quittera cet endroit pour fonder 3 nouvelles communautés, donc pas les 3 en même temps d'un coup, c'est tout au long de sa vie là ce dont je parle. Donc une à Bingen, une à Ruppertsberg et une à Eibingen. Elle a 43 ans en 1141 quand une voix lui dit « écris ce que tu vois ». Elle s'y mettra sans attendre et elle écrira ce qu'elle voit en fait, elle consignera toutes les visions dont elle se souvient dans un ouvrage que l'on appelle le Sciwias. C'est un ouvrage trilogique qui a été illustré, écrit et composé par Hildegarde de Bingen. Donc nous c'est surtout la partie musique qui nous intéresse, donc c'est la 3e partie du volume, on y reviendra un petit peu plus tard. Elle est également très connue pour avoir écrit des ouvrages phytologiques, médicaux, philosophiques, spirituels, mais également pour ses diverses compositions liturgiques. Elle en composera plus de 70 au cours de sa vie, sans compter l'ordo Virtutum. On y revient encore un petit peu après, là on revient un petit peu en arrière sur le Sciwias. Sciwias, ça vient de Sci Vias Domini, traduction français, sache les voies du Seigneur, en gros, Sci sache Vias, les voies Domini du Seigneur. Cet ouvrage, le Sciwias, donnera énormément d'importance à Hildegarde de Bingen dans toute l'Europe au cours du XIIe siècle. Elle ira conseiller les plus grands dirigeants d'Europe, à savoir Henri II Plantagenet, ou encore Aliénor d'Aquitaine, voire même l'impératrice de Byzance, en fait. Et c'est pas tout, bien sûr. Elle parlera en public, ce qui n'est donné ni aux femmes ni aux bénédictines à cette époque-là, afin de demander des réformes de l'Église. Elle ira à Cologne, à Metz, à Trèves, à Würzburg. C'était une dame très influente en son temps. En plus de cela, elle a composé plus de 70 pièces liturgiques et un drame liturgique nommé l'Ordo Virtutum, faisant d'elle la première femme compositrice de l'histoire. On s'en souvient, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, à cette période-là, on est au XIIe siècle, la figure de compositeur en tant que telle n'existe pas encore, et Hildegarde elle-même se considérait comme, considérait en tout cas ses compositions comme venant de Dieu. Le drame liturgique est composé de 82 mélodies. 17 de ces 82 mélodies constituent la dernière partie du Sciwias dont je parlais avant, sous le nom de Sinfonia Harmoniae Celestium Revelationum. Un drame liturgique, qu'est-ce que c'est ? Le drame liturgique apparaît vers l'an 1000 et est une sorte de pièce de théâtre jouée concernant la liturgie chrétienne. De courtes questions suivies de courtes réponses, l'on dit pour animer la messe, mais pour la rendre plus vivante. J'y crois moyen, on va dire. Enfin bon, vous faites ce que vous voulez, de toute façon, il y a des informations très intéressantes, je mettrai des bouquins dans la bibliographie. Au XIIe siècle, le drame liturgique devient une forme théâtrale, poétique et musicale à part entière, et elle sera jouée telle qu'elle sur le parvis des églises et des cathédrales. En termes de style, l'Ordo Virtutum, c'est du plein chant.
Le plain chant, qu'est-ce que c'est? Le plain chant, on peut retenir que c'est un style monodique, verbal qui suit le rythme des syllabes, a cappella, donc sans accompagnement instrumental derrière, et sans découpage ni mesure. Voilà, et à partir de maintenant, on va commencer à digresser vénère. On va revenir un petit peu dans le temps pour comprendre la situation de la musique au XIIe siècle. Donc c'est pas juste au XIIe siècle, hein. C'est pas les siècles qui délimitent la musique, c'est presque l'inverse en fait. Hein. Là, la musique elle avance, elle est ce qu'elle est au moment où elle l'est, et même encore aujourd'hui, le chant grégorien ça va rester du chant grégorien, c'est pas une forme archaïque de musique, c'est du chant grégorien, point final. Bref. Au IXe siècle, on assistera à de nombreuses théorisations de la musique et à la création entre guillemets de nouveaux chants grégoriens. Par théorisation, j'entends la tentative d'instauration d'une certaine grammaire musicale à partir de ces chants grégoriens-là. Entre autres, bien sûr. Tout cela se termine à la fin du XIe siècle, notamment grâce aux théoriciens de l'école de Reichenau. Reichenau, donc en fait, c'est Monsieur Hermann, qui a rejoint l'abbaye de Reichenau, il y est devenu moine à l'âge de 30 ans, et donc c'est devenu Hermann von Reichenau. Donc 1013-1054, ces dates. Par exemple, c'est le mec qui a introduit en Europe l'astrolabe. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'astrolabe, je vous mets une vidéo dans les fiches, et c'est une vidéo très intéressante, d'une chaîne très intéressante, allez voir. Ce qui nous intéresse, nous, c'est son traité Opuscula Musica, qui traite des modes musicaux ecclésiastiques, qui va penser la musique selon un octave, et plus selon les tétracordes. Un tétracorde, c'est, allez, encore une digression, on rentre dans le fond de la digression. Un tétracorde, c'est un enchaînement de 4 notes qui se suivent, tout simplement. Et l'octave, on l'a vu dans la première vidéo, il me semble. En gros, c'est c'est une note qui a une certaine fréquence. Cette fréquence multipliée par 2 devient la même note mais à l'octave. Par ailleurs, dans cet ouvrage, Hermann von Reichenau va proposer de nouveaux systèmes de notation et une nouvelle conception de la mélodie. Tout ça sera supplanté à partir du milieu du XIe siècle, car en 1030, Guy d'Arezzo va instaurer la portée musicale telle qu'on la connaît, d'abord à 4 puis à 5 lignes. 5 lignes qui arriveront un petit peu plus tard d'ailleurs. Même si courant 11e, c'est pas encore, ça domine pas encore vraiment l'Europe, ça va finir par arriver et le système de Reichenau va être complètement oublié. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que vous allez me dire, oui, mais ça c'est arrivé avant le XIIe siècle, oui mais non. En fait, tous ces bouleversements, toutes ces réflexions vont être en fait un vrai terrain de jeu pour créer de très nombreux traités qui vont tout à fait profiter au siècle suivant, 12, 13 et surtout 13e et 14e siècle en fait, pour la création de grandes polyphonies qui vont un petit peu, pas amorcer, parce que au moment, encore une fois je le répète, au moment où elles ont été faites, elles n'étaient pas faites pour amorcer quelque chose, elles étaient pleinement ce qu'elles étaient. Je sais pas si vous me suivez. Telle musique était telle musique à ce moment-là, elle n'était pas juste le début d'une autre musique, vous voyez. Mais en gros, c'est cette pensée-là qui, quelques siècles plus tard, va donner naissance à justement ces grandes polyphonies, comme je le disais. Voilà, mais bon, ça, encore une fois, on aura l'occasion d'en reparler. Aujourd'hui, j'ai énormément digressé, on est parti sur plein de trucs, alors vous allez me dire peut-être que, oui, Théo, il avait la flemme de faire une vraie vidéo et de faire des vraies recherches et tout. Oui et non, parce que du coup, ça m'a pris énormément de temps de recherche, tous ces trucs, même si toutes les infos que j'ai dites, elles se trouvent assez facilement en fait, sur internet. C'était assez long pour écrire le truc, pour lui donner du sens. Mais j'avais envie d'essayer en fait une nouvelle façon de faire, de voir un peu ce que vous en pensez aussi, si vous trouvez ça un peu plus chill. Ouais, plus tranquille, pour voir un peu les différents trucs qu'on peut faire, dont on peut parler. On parle un peu de plus de trucs, comme ça, en attendant, on a parlé du plain chant, de l'astrolabe, de Guy d'Arezzo, de Hermann von Reichenau, de Hildegard, bien sûr. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'un drame liturgique. Donc c'est peut-être un petit peu plus intéressant, c'est un petit peu plus long à écrire quand même, ouais, pour moi. Mais j'aime bien aussi tourner comme ça, c'est un peu plus, voilà, en mode discussion, je trouve ça cool. Par contre, c'est un petit peu le bordel, donc j'essaierai quand même de mettre des timecodes dans la description. Faut que j'y pense. Donc bien sûr, comme d'habitude dans la description, vous trouvez les liens de la page Facebook, de Instagram, peut-être un petit lexique, si jamais je trouve qu'il y a besoin. Mais on verra. Quoi d'autre? Une petite bibliographie vite fait, quelques sources qui peuvent être intéressantes. Et voilà, on m'a pas posé de question particulière à laquelle il faut que je réponde. Une nouvelle vidéo devrait sortir assez vite dans la foulée, donc là on va beaucoup plus se rapprocher de notre temps, donc j'aimerais parler un petit peu de musique populaire, entre guillemets, du XXe siècle. Donc là, le Moyen-Âge, on va poser un petit peu. On va parler probablement de Led Zeppelin pour la prochaine vidéo, et j'en ai une encore après sur la conception du rythme au XIVe siècle. Alors là, on revient un peu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt sur Harmonistes Mundi.